continuer l'histoire des croisades au XIIe siècle. Si tu restais la dernière fois, la mort de Baudouin IV, le roi lépreux, mort, ainsi que nous l'avons vu, survenu à un moment très très mauvais, celui où les forces musulmanes étaient unifiées sous la direction d'un chef énergique qui était Saladin, et qui plus est, le royaume de Jérusalem était divisé, notamment il y avait un certain nombre de gens sans foi ni loi qui avaient des ambitions personnelles, dont Renaud de Châtillon notamment, qui était un homme irresponsable, totalement irresponsable, qui, nous l'avons vu, avait même été jusqu'à attaquer des caravanes musulmanes qui étaient en route vers la Mecque, violant ainsi grossièrement les traités qui avaient été conclus entre Baudouin et Saladin. Et puis Guy de Lusignan, qui lui aussi était un homme irresponsable, on peut dire, et qui briguait le poste de régent. Donc, le 16 mars 1185, Baudouin IV meurt. Immédiatement, le problème de sa succession se pose. En principe, la couronne de Jérusalem revient à son neveu Baudouin V, mais Baudouin V est un enfant. Il faut donc nommer un régent jusqu'à la majorité de ce dernier. Guy aurait vivement souhaité être celui-là, mais Baudouin IV, qui avait tout de même jaugé le personnage, lui préférait de loin Raymond III. Et selon son vœu, à sa mort, c'est Baudouin III qui est nommé régent à la quasi-unanimité, pourrait-on dire, des barons. Immédiatement, les hostilités reprennent. Saladin comprend ici qu'il doit pousser son avantage et des forces franques se trouvent être encerclées par Saladin. Et là, les chroniqueurs de l'époque, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, se plaisent à souligner le caractère humain et miséricordieux de Saladin, qui, voyant ses ennemis à sa merci, les fait lui-même ravitailler alors qu'ils sont en passe de mourir de faim, et puis les renvoie sans les faire prisonniers. On ne fait pas de vieux os comme roi de Jérusalem. Je ne sais pas si c'est ce qui en est la cause exacte. Toujours est-il qu'un an plus tard, en 1186, le jeune prétendant, enfin le jeune roi, sans en avoir l'autorité, Baudouin V meurt. C'est évident que ça n'arrange rien, même si Baudouin V n'a de pouvoir que nominal, ça complique une situation qui l'est déjà passablement. Pour ajouter encore à la confusion dans laquelle sombrent les États francs, le patriarche latin, donc Héraclius, a des ambitions, lui aussi, dans le domaine politique. Il considère que, en toute logique, la direction d'un État qui a vocation d'être un État théocratique devrait lui revenir. Mais malheureusement pour lui, Héraclius vit dans le scandale moral, tant et si bien que ses prétentions n'aboutissent pas. Néanmoins, ces luttes intestines sapent passablement l'unité des Francs. À un moment, au contraire, il faudrait s'unir. Et enfin, last but not least, Guy profite de cette confusion, Guy de Lusignan profite de cette confusion dans laquelle se trouve être Jérusalem pour organiser un véritable coup d'État et prendre le pouvoir. Au début de 1187, Renaud de Châtillon, ce triste personnage qui n'apprend absolument pas de l'expérience, réédite ses expéditions irresponsables. Et cette année-là,
il attaque une caravane qui était en route pour la Mecque, et de ce fait, il provoque la reprise de la guerre avec Saladin, la rupture de la trêve. Il faut dire que Saladin n'est pas mécontent de cette attaque de la caravane. Saladin est un homme de parole, il n'aurait pas de lui-même rompu la trêve qui avait été conclue avec les Francs, mais il ne se contentait pas non plus du statu quo, et se rendant compte de l'affaiblissement des Francs, il pensait que le moment était venu de leur donner l'estocade finale, et il attendait évidemment un prétexte. Il attendait un prétexte pour reprendre les hostilités. Renaud de Châtillon la lui offre sur un plateau d'argent, et immédiatement, c'est la Grande Guerre. En mai 1187, Saladin met le siège devant le château de Crac, dans laquelle Renaud se trouve réfugié. Ce siège de Crac provoque une mobilisation des forces franques qui se concentre à Tripoli. À Tripoli se retrouve rassemblée donc toute la fine fleur du royaume, c'est-à-dire finalement les maigres forces franques qui se trouvent dans les États latins et qui vont se trouver quasi totalement mobilisés. Et à Tripoli, on trouve donc 1500 chevaliers et 20 000 fantassins. Vous voyez que c'est maigre. C'est maigre. Voilà tout ce que les croisés sont capables de mettre en ligne contre l'armée de Saladin à la veille d'une bataille qui va être la bataille décisive. Et en mobilisant ainsi la totalité de leurs forces, les croisés jouent un coup de poker terrible. S'ils parviennent à bloquer Saladin, alors ça va, le royaume est sauvé. Si jamais leurs forces sont écrasées, autant dire qu'il n'y aura plus aucune force capable de défendre les États latins. L'enjeu est donc considérable. Et d'un côté comme de l'autre, on se rend compte qu'il s'agit là de la bataille décisive. Il faut dire que du côté musulman, les troupes de Saladin sont à peine plus nombreuses. Si bien que les forces sont sensiblement égales et l'issue du combat est loin d'être jouée d'avance. Et à condition de bien manœuvrer, les croisés ont de nombreux atouts dans leur manche. Seulement, il est évident qu'il ne faut pas qu'ils fassent de fautes. Pour appâter en quelque sorte les croisés, Saladin, qui est un homme extrêmement rusé, lève le siège de Crac et assiège Tibériade. Tibériade qui appartient à Raymond et dans laquelle d'ailleurs se trouve sa propre femme. Et le 3 juillet, Tibériade est assiégée. En assiégeant Tibériade, et par conséquent la comtesse, la propre femme de l'ancien régent, Saladin espère bien que les croisés ne pourront pas laisser ainsi la comtesse tomber entre les mains des musulmans et qu'il va provoquer une attaque franque pour tenter de desserrer l'étau qui s'est refermé sur Tibériade. Or, pour les croisés, cela signifie une expédition qui est située très loin de leur base, dans un terrain qui aujourd'hui est verdoyant, mais qui à l'époque était un véritable désert, alors que Saladin, au contraire, lui, se trouvait dans une position beaucoup plus confortable, parce qu'il était dans une région fertile, la région de Tibériade, qui lui permettait d'avoir du ravitaillement en abondance, et qui lui permettait surtout d'avoir de l'eau en abondance. On était, ne l'oubliez pas, en été, donc le 3 juillet, à une époque à l'époque la plus chaude de l'année, et par conséquent, le problème de l'eau était un problème crucial. Or, dans toute cette région de la Haute-Galilée que les croisés allaient devoir traverser pour pouvoir venir au secours de Tibériade, il n'y avait pratiquement pas de pluie.
d'autant que les musulmans s'étaient bien arrangés pour faire en sorte que les quelques puits qui pouvaient exister dans la région, ils les bouchent. Les croisés allaient donc devoir chevaucher pendant plusieurs dizaines de kilomètres sous un soleil de plomb, en emportant avec eux tout ce dont ils avaient besoin au point de vue nourriture et surtout au point de vue ravitaillement en eau. Et Saladin espérait bien que les croisés ici allaient tomber dans le piège qu'il leur avait tendu. Effectivement, à l'annonce de la prise de Tibériade, l'armée croisée se met en branle depuis Tripoli et se concentre à Nazareth. Nazareth qui est la dernière ville chrétienne dans cette région-là et qui va servir de base de départ aux forces franques. Là a lieu un conseil de guerre. Un conseil de guerre entre Raymond, Guy de Lusignan, qui est en principe le chef suprême de l'armée et qui donc va devoir décider en dernier ressort, Renaud de Châtillon, qui va être aussi le mauvais génie de l'affaire, et puis le pire de tous, Gérard de Rittefort, qui est le grand maître du temple. Or, le rôle joué par ce Gérard de Rittefort dans la bataille de Tibériade n'est pas encore véritablement élucidé jusqu'à ce jour. Gérard de Rittefort était-il un imbécile qui a conseillé un plan totalement déraisonnable aux croisés? Ou était-il de mèche avec Saladin? C'est peu probable. Ou bien encore, par jalousie, pour tenter d'éliminer ses rivaux, a-t-il délibérément précipité les croisés à une aventure dont il savait qu'elle se terminerait en catastrophe. Raymond, lui, en stratège avisé, propose de ne pas bouger. Il dit, nous avons ici une ligne de forteresse qui va depuis Nazareth à Caux, les châteaux qui sont sur la côte, qui sont dans l'arrière-pays, etc. Et nous pouvons attendre Saladin à l'abri de notre ligne de forteresse, donc avec des lignes de ravitaillement très courtes et avec éventuellement la possibilité d'avoir des renforts d'Europe, si jamais on peut attendre de pareils renforts. Mais Gérard de Rittefort, lui, conseille la marche forcée, la marche à bride abattue sur Tibériade. Et il plaide, disant comment Raymond, votre propre femme, se trouve assiégée là-bas, etc. Et Raymond répond oui, je sais, Tibériade m'appartient, ma femme se trouve là-bas, je préfère voir ma femme prisonnière de Saladin et la ville qui m'appartient aux mains des musulmans plutôt que de voir le royaume tout entier être battu. Donc il était prêt à faire preuve d'altruisme et ne pas, il s'était rendu compte que c'était un piège que Saladin avait tendu. Et pendant toute la nuit, on discute. Gérard de Rittefort plaide sans discontinuer pour une marche sur Tibériade. Et très vite, il gagne Guy de Lusignan à sa cause. Et pendant cette nuit fatidique, plusieurs fois, des ordres contradictoires vont être donnés à l'armée. Celui de se mettre en branle, et alors que tout est prêt, contre-ordre, on reste. On décharge les chevaux, on rentre, on remonte les tentes, etc., etc. Alors, il est évident que ce genre de contre-ordre, c'est d'abord mauvais pour le moral des troupes, de manière générale. Et puis, deuxièmement, à la veille d'une marche harassante, une nuit blanche de ce type-là, c'est pas fait pour les reposer tellement. Finalement, au petit matin, les partisans de la marche sur Tibériade triomphent. Guy de Lusignan, qui est le chef suprême de l'armée, ordonne la marche sur Tibériade. Or, il faut dire que, depuis la veille, le camp est entouré par des espions de Saladin qui suivent attentivement les moindres mouvements de l'armée, les moindres signaux de préparatifs et de départ.
Et dès que l'armée s'ébranle, aux premières heures du jour, ce matin fatidique du 7 juillet, eh bien, immédiatement Saladin est averti. Ses coursiers rapides lui annoncent que les croisés ont donné dans son piège. Et lorsque Saladin reçoit le message qui lui annonce que les croisés sont en marche, il déclare à son fils « Allah les livre entre nos mains ». Pendant plusieurs heures, une marche, les croisés vont être dans des conditions terribles. Une marche harassante commence en direction de Tibériade, dans un paysage où les musulmans ont fait la terre brûlée. Il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un endroit d'ombre, n'est-ce pas? Et très vite, les croisés se mettent à souffrir de la soif. Chacun, bien entendu, a ses réserves d'eau, on n'est quand même pas naïf, et chacun a pris soin de prendre d'importantes réserves d'eau que l'on a mis dans des outres de peau sur les chevaux, sur les chariots qui sont tirés par les bêtes qui emmènent les impedimenta de l'armée. Mais immédiatement, les troupes musulmanes passent à l'attaque. Non pas une attaque frontale qu'ils sont incapables de soutenir face à la cavalerie franque qui, évidemment, dont la charge est quasiment irrésistible, mais selon leur tactique, des attaques brutales et qui surprennent les colonnes franques en marche et qui décochent des volées de flèches et puis qui décrochent aussitôt. Seulement cette fois-ci, les objectifs des flèches ne sont pas les chevaliers eux-mêmes, mais les outres. Les outres qui sont sur les chevaux. Et au bout de quelques heures, toutes les réserves d'eau des croisés, eh bien, se sont enfouies dans le sable. Le soir, les croisés dressent leur camp en rase campagne et le calvaire continue toute la nuit. Les charges sarrasines attaquent le camp. Et pour ajouter encore au plaisir des croisés qui commencent à souffrir de la soif, Saladin fait allumer des feux dans le sens du vent pour abattre la fumée sur les croisés, histoire de leur dessécher un petit peu plus le gosier. Si bien qu'au au petit matin, quand ils repartent, les croisés sont dans une situation terrible. Une soif épouvantable, la gorge sèche et incapables de trouver la moindre trace d'eau. Il y en a qui sont réduits à sucer des espèces de végétation racornie qu'ils trouvent pour essayer de trouver un peu d'humidité. C'est terrible. Et c'est une armée qui, déjà, est considérablement démoralisée, qui est épuisée, qui arrive le lendemain soir à Tibériade, face à Tibériade. Et là, évidemment, Tibériade, c'est le salut. Là-bas, depuis le sommet des montagnes, les croisés aperçoivent l'étendue du lac, l'eau, n'est-ce pas, dans laquelle ils n'ont qu'un seul but, c'est d'aller se plonger, boire, rien d'autre ne compte que ça, boire. Seulement, pour arriver jusqu'au lac, il faut passer dans un défilé qu'on appelle les cornes de Khatin. Et c'est justement dans ce défilé-là que Saladin les attend. De chaque côté des deux dents qui, quelque sorte, délimitent ce défilé, Saladin a dissimulé ses forces. Et lorsque les croisés, émoustillés par la vue de l'eau, se précipitent, n'est-ce pas, en direction, dévalant la pente, eh bien, c'est une volée de flèches qui les accueille. Et voilà, les croisés, après une chevauchée épuisante, souffrant de la soif, vont devoir livrer bataille à une armée fraîche et dispose qui est en pleine possession de ses moyens. Les croisés ne se sentent pas la force d'engager le combat ce soir-là et à nouveau ils plantent le camp. Deuxième nuit d'horreur. Le même cérémonial que la veille reprend. Des feux sont allumés un peu partout qui rabattent la fumée sur le camp des croisés. Et le matin, quand le soleil se lève et que la chaleur du jour monte, les croisés vont devoir livrer bataille sans avoir bu. Pendant 2 jours et 2 nuits, ils sont restés sans boire
Et pendant toute la bataille, les musulmans continueront encore à allumer les feux dans la direction des croisés. Autant dire que la bataille se déroule sous des auspices très très mauvais pour les croisés. Néanmoins, Raymond se ressaisit et comprend que là, c'est qui tout double. Eh bien, décide de tenter le tout pour le tout. Il ordonne la fameuse charge de cavalerie qui est irrésistible, qui a été irrésistible dans le passé. Le terrain s'y prête à merveille, car les croisés sont sur un surplomb par rapport aux forces musulmanes qui sont en bas. Si bien que le terrain en pente va favoriser la charge des cavaliers. Et logiquement, cette charge devrait déblayer le terrain devant les croisés et leur permettre d'accéder jusqu'au lac et donc de se ravitailler en eau. Et ensuite, évidemment, on verra. Le but premier, c'est d'arriver au lac et puis après, ma foi, advienne que pourra. Et voilà, la charge est lancée avec un grand courage, disent les chroniqueurs de l'époque, malgré la situation qui est la leur, les croisés attaquent. Raymond est à la tête de cette charge de la dernière chance. Et c'est alors que Saladin déconcerte totalement les croisés. Juste comme la charge atteint les rangs musulmans, il ordonne d'ouvrir les rangs. Et la charge croisée qui arrive depuis le haut, dévalant la pente presque à pic, comme dans une vitesse terrifiante, n'est-ce pas? Eh bien, tombe dans le vide. Les rangs s'écartent, et dès que les chevaliers sont passés, Saladin fait refermer les rangs. Et les croisés sont tous décontenancés. Les chevaliers sont tous décontenancés, ils sont en bas. Et ils sont coupés de leurs gendarmes, c'est-à-dire des fantassins qui sont restés en haut. Et alors on assiste à cette situation incroyable où les forces croisées sont coupées en deux. Et comme maintenant les croisés doivent remonter la pente, ils sont à contre-pente pour attaquer, pour charger, autant dire que, vous voyez ce que ça peut donner, une charge à contre-pente. Autant dire que les musulmans ne risquent plus rien des charges croisées. Or, pendant toute la journée, malgré ce désavantage terrible, les croisés n'arrêteront pas de charger. Mais évidemment, des charges qui se brisent toutes les unes après les autres sur les rangs des fantassins ennemis. Entre deux charges, quand les chevaliers se regroupent, alors ils sont chargés à leur tour par la cavalerie ennemie, qui est beaucoup plus légère, mais qui finit par faire des ravages. Si bien que la chose tourne au désastre. Pourtant, il s'en est fallu de peu. Quelques charges, malgré les conditions désavantageuses dans lesquelles elles ont été lancées, ont failli réouvrir les rangs. Mais le soir, il faut se rendre à l'évidence, on n'arrivera pas à rejoindre les gendarmes. Alors tant pis, on donne le tout pour le tout, la bataille générale est engagée, c'est le massacre. Le soir, il ne reste plus qu'une poignée de chevaliers. Les chevaliers qui sont désarçonnés les uns après les autres par des petites unités de fantassins, des espèces de petits îlots qui se forment de 4-5 chevaliers qui sont entourés par des masses de fantassins ennemis qui les désarçonnent. Vous savez, un chevalier dans sa boîte de fer blanc, quand il était par terre, autant dire qu'il était fichu. Il ne pouvait plus se relever. Et alors, les uns après les autres, les musulmans le soulevaient l'aune, là, comme ça, et puis dans la gorge, c'était terminé. Le soir, il reste pratiquement plus de chevaliers. Toute l'armée franque est morte sur les cornes de Hattin. Guy, Renaud, Raymond et le grand maître du temple sont prisonniers. Quelques-uns ont réussi à s'enfuir en direction de Jérusalem pour annoncer la catastrophe, mais autant dire que devant Saladin, la route de Jérusalem est libre. Donc les prisonniers, les chefs croisés sont présentés devant Saladin. Or, les chefs croisés connaissent la mansuétude de Saladin, ils espèrent bien que ce dernier leur fera grâce. Et de fait, Saladin libère Raymond, donc il a reconnu un homme loyal, mais il apostrophe très vigoureusement Renaud, lequel répond avec la même arrogance, et Saladin ordonne qu'il soit massacré sur place. Il en est de même du grand maître du temple et d'un certain nombre d'autres chefs croisés.
Les chroniqueurs arabes déclarent que pour eux, Renaud était plus odieux que tout l'ensemble des autres croisés. Gérard de Rittefort n'est pas exécuté, seulement Renaud l'a été. Saladin a plusieurs possibilités devant lui maintenant. Ou il marche sur Jérusalem, ou alors il marche sur les ports de la côte. C'est la deuxième solution qu'il choisit. Pourquoi? Parce que Jérusalem, il sait qu'elle tombera. Et il n'y a plus de défenseurs. Par contre, il veut s'emparer des ports de la côte pour empêcher l'arrivée de renforts d'Europe. Il veut couper les croisés de leur base navale. Le 6 août, il arrive à Akko. 2 jours après, il s'empare de Yaffo et de Beyrouth. Et enfin, le 20 septembre, il met le siège devant Jérusalem. Jérusalem qui n'est plus maintenant défendue que par une poignée de gens, sous la direction d'une femme. C'est la seule qui reste à Jérusalem, qui n'est autre que Marie Comnène, qui avant l'arrivée de Saladin s'enfuit d'ailleurs. À Jérusalem, il y a 60 000 habitants, avec de nombreux réfugiés. Saladin met son camp au nord de la ville, et les défenseurs se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance. Alors ils préfèrent négocier avec Saladin la reddition de la ville. Saladin leur offre des conditions avantageuses, leur donne de se retirer sans être molestés. Et c'est une pitoyable caravane qui, quelques jours après, quitte Jérusalem en direction des quelques villes de la côte qui restent. Et les villes de la côte sont en effet extrêmement peu nombreuses. La principale d'entre elles est Tripoli. Raymond est prisonnier, mais par contre, un dernier chevalier reste pour défendre Tripoli, c'est Conrad de Montferrat. Et alors que tout souriait à Saladin brusquement, Saladin va se trouver ici devant une résistance qu'il n'attendait pas, et devant Tripoli, Saladin connaît un échec. Conrad de Montferrat sauve les lambeaux du royaume croisé qui demeure. Le krach des chevaliers résiste également. C'est normal, c'est une forteresse quasiment imprenable. Mais par contre, quelques jours après, Antioche tombe. Il ne reste donc plus aux croisés que Tyr et Tripoli. Autant dire pratiquement rien. Saladin, ayant tout de même beaucoup souffert de ces campagnes-là, estime que ses troupes ont besoin de souffler un peu avant de donner l'estocade finale aux villes croisées qui restent. Et là, il fait une erreur. Les croisés vont pouvoir malgré tout se ressaisir, et Conrad, qui a sauvé en quelque sorte ici le royaume, fait de Tyr le centre de la résistance croisée. En 1188, Saladin attaque Tyr. Il le fait avec des forces navales, il tente un débarquement sur Tyr qui a 2 parties, une partie qui est profondément enfoncée dans la mer, et à nouveau, échec de Saladin. Une bataille navale a lieu au large de Tyr, au cours de laquelle les musulmans sont vaincus. Saladin lève le siège de Tyr. Conrad en profite pour envoyer l'évêque de Tyr en Orient pour prêcher la 3e croisade. S'il n'y a pas rapidement des secours qui viennent d'Europe, c'en est fait des États croisés. Les États croisés ne sont plus capables à résister à une offensive généralisée de Saladin et des forces musulmanes. Donc, dans toute l'Europe, la 3e croisade est prêchée. Et les plus grands souverains d'Europe se croisent. Parmi eux, Philippe Auguste de France, Henri Plantagenet d'Angleterre et Frédéric Barberousse d'Allemagne. Le 11 mai 1189, Barberousse, l'empereur d'Allemagne, quitte Ratisbonne avec 100 000 hommes. Il est le principal souverain d'Europe et il constitue le gros des troupes croisées qui viennent à la rescousse. Il est certain
qu'à l'annonce de cette troisième croisade, Saladin s'inquiète, et il a quelques raisons de s'inquiéter. Barberousse prend la route habituelle des croisades, c'est-à-dire il traverse les Balkans en direction de Constantinople. Bon, déjà, les Byzantins ont l'expérience des croisés, et ce n'est jamais avec un enthousiasme délirant qu'ils voient transiter les armées croisées sur leur territoire. Tant et si bien que l'empereur de Byzance, qui se nomme Isaac Ange, fait tout pour retarder la marche de Barberousse, et c'est fâcheux pour la suite des opérations. En fait, les Byzantins ont tout simplement conclu un pacte avec Saladin. Et ils ont trahi la cause des chrétiens. Il faut dire qu'au passage, les Grecs ont quelques raisons de redouter les croisés. Frédéric ne manque pas à l'usage, et au passage, il saccage Andrinople. Saladin, quand il apprend que Barberousse approche de Syrie, et que malgré les manœuvres dilatoires d'Isaac Ange, les forces croisées approchent, fait démanteler les bases éventuelles qui pourraient servir de lieu d'accueil à Barberousse et à ses forces, notamment Sidon, Césarée et Yaffo. Et commence alors la politique de la terre brûlée le long de la côte. Cette politique qui va réduire la terre d'Israël en un désert jusqu'à la fin du siècle dernier, lorsque les Israéliens reviendront la mettre en valeur. En fait, il y a une politique systématique des musulmans de ravager la région côtière, la plaine côtière, pour empêcher l'arrivée des renforts chrétiens. En fait, la situation de Saladin n'est guère réjouissante. La Syrie musulmane, en effet, est prise en tenaille entre Barberousse qui arrive du nord, et puis pendant ce temps-là, les Franco-Britanniques qui, eux, arrivent par mer. En effet, les deux rois, donc Henri Plantagenet et Philippe Auguste de France, se sont embarqués. Philippe Auguste s'embarque à Marseille le 4 juillet 1190. 6 mois plus tard, il fait escale en Sicile. Et le 30 mars 91, il aborde à Akko, à côté d'Akko. À peu près dans le même temps, Henri Plantagenet d'Angleterre s'apprêtait à partir quand il meurt brusquement. Et c'est son fils, Richard Plantagenet, dit Cœur de Lion, qui prend la direction de la croisade. Les forces franco-britanniques, donc, arrivent à la fin du mois de juillet, dans la région qui est située au sud d'Akko, alors qu'au nord, les forces de Barberousse approchent. On peut penser que la situation sourit aux croisés et que l'on va assister à un retournement de la situation. Hélas, le destin en avait décidé autrement. Le 10 juin 1190, près de Tarse, Barberousse se noie en tentant de traverser un fleuve qui lui barrait la route. Et son armée se débande. C'était encore le cas dans ces temps encore un peu barbares. Quand le général en chef était tué, eh bien, autant dire que l'armée était vaincue. La mort de Barberousse porte un coup au moral de l'armée, qui estime que n'était pas très motivé, qui estime qu'ils n'ont rien à faire là. Par petits paquets, ils retournent en Europe. Autrement dit, la principale composante de la croisade est hors de combat, avant même que le combat ait été donné. Quant à la croisade franco-anglaise, elle s'était quelque peu attardée en Sicile, tant et si bien que ce retard aussi va être préjudiciable à la suite des opérations et va permettre aux musulmans de se ressaisir. Entre-temps, Guy de Lusignan, qui avait été fait prisonnier à la fameuse bataille de Tibériade, a été libéré par Saladin. Et apprenant l'arrivée des renforts croisés, il tente de s'emparer d'Akko. Et le siège, les quelques forces qui restent à Guy de Lusignan, assiègent Akko, ou plutôt font un simulacre de siège devant Akko. Heureusement, le 10 mars 90, une bataille navale a lieu au large d'Akko pour tenter de bloquer l'arrivée de la flotte franco-britannique.
Heureusement, les Franco-Britanniques ont l'avantage. En général, sur mer, les croisés, les chrétiens avaient l'avantage sur les musulmans. Il faut dire que les flottes vénitiennes, génoises et pisanes, en général, étaient des flottes qui étaient beaucoup plus performantes que l'étaient les flottes sarrasines. Et donc, le lendemain, il y a 500 navires qui débarquent au sud d'Akko, transportant 10 000 hommes. C'est donc ici des forces qui sont quand même redoutables, qui viennent de débarquer. Or, le premier obstacle sur la route de ces forces, c'est Akko, qui doit absolument être pris. Les forces franco-britanniques viennent donc à la rescousse de Guy de Lusignan qui assiège Akko, et cette fois-ci, le siège d'Akko, un siège sérieux, cette fois-ci commence. Hélas, le 30 mars 91, Philippe Auguste en a marre, et il retourne. Il se rembarque sans aucune autre raison comme ça. Il laisse Richard Cœur de Lion se débrouiller du siège d'Akko et de la croisade, lui retourne chez lui. N'est pas très motivé non plus. Richard, lui, donc, tient à assurer ses arrières. Et le 7 juin, il s'empare de Chypre, qui appartenait aux Byzantins. Voyons, on ne se fait pas de cadeau entre chrétiens. Le siège d'Akko dure peu, et le 12 juillet, Richard fait une entrée triomphale dans Akko. Et là, il se livre à un massacre de prisonniers terrible, abominable, n'est-ce pas? Et il y a des gravures de l'époque qui représentent Richard assis sur son trône, un grand appareil, assistant avec une joie sadique au massacre des prisonniers musulmans qui sont amenés les uns après les autres, et puis on voit le bourreau qui leur coupe le cou, on met les têtes en tas d'un côté, et puis les corps en tas de l'autre. Enfin, il y a des milliers de prisonniers musulmans qui sont comme ça, massacrés pour le plus grand plaisir de Richard Cœur de Lion. Ah oui, c'était les mœurs de l'époque, quoi. Le 7 septembre, alors, les forces musulmanes viennent au secours d'Akko. Et à Arsouf, une terrible bataille a lieu entre les forces franco-britanniques, car Philippe Auguste est parti, mais il a laissé quand même à Richard une dizaine de milliers d'hommes. Et une terrible bataille a lieu à Arsouf entre les forces britanniques et les forces musulmanes. Ça se termine par la totale victoire des croisés. Arsouf efface le désastre de Khattin, le désastre de Tibériade. Profitant de sa victoire, Richard continue sur Beyrouth et Yafo qu'il libère. Richard, donc, reste en possession de pratiquement toute la côte. Et là, la marche sur Jaffa est un véritable prodige. En effet, Richard donc quitte Akko, il longe la côte, et voici que brusquement, alors qu'il est à peu près à mi-chemin entre Akko et Yafo, il est attaqué par les forces musulmanes. Et c'est grâce à son courage, il mérite véritablement le nom de Cœur de Lion, qu'il va réussir à mettre en déroute les forces musulmanes et donc à s'emparer de la ville elle-même. À partir de là, il s'agit de monter sur Jérusalem. La plaine côtière est à nouveau entre les mains des chrétiens, mais Jérusalem est toujours entre les mains des musulmans. Richard Cœur de Lion va tenter donc une montée dans les montagnes de Juda, mais hélas, aux environs de Ramla, il tombe sur des forces musulmanes qui le taillent en pièces. Il faut dire que des opérations de grande envergure dans cette région montagneuse sont extrêmement complexes et les défilés étroits qui accèdent à Jérusalem favorisent la défense beaucoup plus que l'attaque. Richard Cœur de Lion, en fin stratège qu'il est, se rend compte qu'il a peu de chances de s'emparer de Jérusalem dans la mesure où Jérusalem sera défendue par des forces aussi considérables que celles de Saladin. Et après plusieurs tentatives infructueuses, il comprend qu'il vaut mieux renoncer. Il prend langue avec Saladin, en essayant de trouver un arrangement. Car le but de la croisade, somme toute, c'est de permettre essentiellement aux pèlerins chrétiens de venir prier sur le tombeau du Christ. Et Richard estime qu'il aura rempli son contrat largement, après avoir été lâché par ses deux alliés, l'allemand et le français. S'il parvient, après avoir réussi
à rétablir quand même un semblant de royaume latin sur la région côtière s'il parvient à garantir par des négociations et un accès aux pèlerins chrétiens à Jérusalem. Il prend langue avec Saladin pour garantir le droit des chrétiens à venir prier à Jérusalem, et Saladin le lui accorde volontiers. Il y a donc, si vous voulez, un accord tacite qui manque d'être scellé par un mariage. Et Richard est prêt à épouser une princesse musulmane. Au dernier moment, il se ravise et puis bon, il renonce à ce mariage-là. Et puis, il va se rembarquer pour l'Angleterre. La croisade, la troisième croisade, a tout simplement réussi à créer une principauté de 16 km de large sur 130 km de long. Un mini-État. Et le 3 septembre, une paix de compromis est signée entre Richard et Saladin. Les pèlerins ont le droit de venir librement prier à Jérusalem, à condition qu'ils soient sans armes, mais Jérusalem reste entre les mains de Saladin. Au retour, donc, Richard repasse par Chypre, et excédé par les foucades de Guy de Lusignan, il le dépose, et il se proclame roi de Chypre. La couronne de Chypre, par conséquent, revient au Plantagenet. Et c'est son neveu Henri de Champagne qui devient roi de Chypre pour le compte, en quelque sorte, de la maison d'Angleterre. De là, Richard repart en Angleterre. La situation reste préoccupante dans les États latins de Terre Sainte. Heureusement, le 3 mars 1193, Saladin meurt. Il ne reste plus grand monde pour poursuivre l'œuvre qui a été celle de la troisième croisade. La troisième croisade, en fin de compte, est un semi-échec. Et encore, c'est beaucoup dire. Ne reste plus en Terre Sainte, comme baron de quelque importance, que le triste sire de Lusignan et Henri de Champagne. Le 28 avril 1192, Guy est assassiné. Ce n'est pas une grande perte. Henri II de Champagne, qui lui succède, qui est le neveu de Philippe Auguste, épouse une certaine Isabelle, et il demande que l'on envoie des secours depuis l'Occident. En 1197, des croisés allemands envoyés par l'empereur arrivent en Terre Sainte. Hélas, le 10 septembre 1197, Henri de Champagne se tue. Mais l'arrivée des troupes allemandes provoque une reprise des hostilités. À Chypre, c'est un descendant de Guy qui se nomme Amaury de Lusignan qui est devenu roi et qui épouse en 4e noces la veuve d'Henri de Champagne, Isabelle, qui a à l'époque 26 ans. Il devient, ce faisant donc, roi de Jérusalem, ou du moins, ça continue à s'appeler Jérusalem, bien que Jérusalem ne lui appartienne plus. C'est Akko qui est la capitale du royaume, en fin de compte. Et le 24 octobre 1197, il attaque Beyrouth et Djebaïl, qu'il prend. À la fin du siècle, en 1199, comprenant que la situation à nouveau est critique en Orient, le pape Innocent III prêche la 4e croisade. Cette 4e croisade qui va être alors une catastrophe terrible, puisqu'elle va être détournée. Au lieu d'aboutir en Terre Sainte pour libérer la Terre Sainte des musulmans, elle va mettre Byzance à sac. Et ce sera pour les Byzantins et pour les Latins d'ailleurs une tragédie dont les conséquences se font encore sentir jusqu'à aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Le 1er avril de cette même année, Amaury meurt et Chypre devient la possession de Henri Ier, lequel n'est plus roi que de Chypre, alors que la couronne du royaume de Terre Sainte, dit de Jérusalem, encore une fois, revient à la fille
du défunt qui se nomme Marie de Montferrat et qui est âgée de 14 ans. Alors, vous voyez comment la situation est brillante. Et c'est sur ces entrefaites que la 4e croisade va avoir lieu. Nous allons voir ça la prochaine fois. Pour l'heure, je voudrais simplement que nous parlions un petit peu de la Palestine, comme on l'appelait à cette époque-là, ou la Syrie franque, plus exactement. L'organisation des royaumes des croisés. Nous connaissons assez bien cette période grâce à des comptes rendus d'un certain nombre de croisés, et puis aussi d'un certain nombre de juifs. Jérusalem était interdite aux juifs à cette époque-là par décision des croisés. Pas de place dans Jérusalem pour les assassins du Christ, bien évidemment, alors qu'il y en avait dans la Jérusalem musulmane. Mais néanmoins, quelques juifs audacieux profitent des croisades pour aller faire un pèlerinage dans la terre de leurs ancêtres. C'est notamment le cas d'un certain rabbin qui se nommait Benjamin de Tulède, qui naît en 1160, qui part en 1173 sur un bateau croisé, bien que les croisés ne prenaient pas des juifs, mais enfin, en graissant la patte du capitaine, il avait réussi à se faire embarquer là-dedans. Et il visite les communautés juives qui se trouvent dans cette région. Bon, il y a des juifs qui sont teinturiers, d'après Benjamin de Tulède, et qui habitent à Caux, Césarée, Naplouse. Il parvient même à visiter Jérusalem. Il constate que la tour de David est le monument le plus important. Il se rend sur le tombeau de Rachel où il prie, et à Hébron, sur le tombeau des patriarches, où il prie également. Par lui, nous apprenons quelque peu comment étaient organisés les États latins. Précis à ce niveau-là, au XIIe siècle. Après la 3e croisade, nous avons vu que le royaume était réduit à peu près à cette petite bande côtière. Après l'apogée du royaume qui se situe vers les années 1160, où le royaume allait d'Élat à Banias au nord et même jusqu'à Beyrouth. Nous avons ici affaire à un État féodal qui est un domaine royal divisé en seigneuries qui sont vassales du roi. Il y a aussi des villes qui ont un statut d'autonomie dans la structure féodale, comme c'était le cas dans les États européens, et qui sont administrés alors par ce qu'on appelle des vicomtes. Benjamin de Tulède a visité notamment la seigneurie de Montréal, qui s'étendait autour de Yavne et qui était la possession d'une famille qui fera reparler d'elle au siècle suivant, qui est la famille des Ibelins. Hébron appartient paradoxalement à la seigneurie d'Outre-Jourdain, comme on l'appelle, c'est-à-dire de Transjordanie, qui gravite autour du Krak de Montréal, un énorme château qui se trouve dans cette région-là. La Galilée et la plaine d'Acco appartiennent à un certain Jocelyn de Courtenay et est divisé en 22 unités plus ou moins importantes. Quelle est la population du royaume latin de Jérusalem ? Eh bien, les latins ne seront jamais la majorité. La majorité sera toujours une majorité musulmane. En fait, il y a dans la région à la fois des sunnites et des chiites. Les chiites sont les plus importants dans le nord, autour de Naplouse, Tibériade, Tyr, la Galilée, etc. Qui sont ces populations-là ? En fait, des descendants des indigènes byzantins qui ont été islamisés. Donc ce ne sont pas des Arabes d'origine, ce ne sont pas des musulmans d'origine, ce sont des convertis au moment de la conquête par les musulmans. Il y a aussi des Bédouins qui sont venus se joindre à la population locale. À ces populations-là, il faut ajouter les populations chrétiennes orientales, les Jacobites, les Syriens et surtout les Grecs orthodoxes. En 1182, les Maronites, qui étaient une des chrétientés orientales, acceptent leur attachement à Rome, à condition que Rome respecte leur identité propre. Et jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, ce concordat qui a été signé en 1182 entre les Maronites et Rome ben
Benjamin de Tulède cite aussi la présence de Samaritains, dans la région de Sichem en particulier, et de Karaïtes, qui est cette secte juive qui ne reconnaissait pas le Talmud et qui était née 2 siècles plus tôt. Il y a dans toute cette région environ 1,5 million d'habitants. Donc, voyez-vous, c'est quand même pas énorme. En plus de cela, donc, il y a une colonisation franque qui s'instaure, qui est essentiellement une colonisation française. La langue des chrétiens de Terre Sainte est le français. Les coutumes qui sont les leurs sont le français. Il y aura environ 140 000 colons européens, et quand je dis européens, c'est de tous les pays d'Europe, qui vont s'installer en Terre Sainte, mais qui vont tous adopter la langue et les coutumes françaises. À l'apogée du royaume, les Occidentaux formeront 15% de la population. Ils seront installés dans 700 villages, villes et lieux différents, si vous voulez. En fait, comme ils sont une minorité, les Occidentaux se doivent obligatoirement de ménager la population locale dont ils ont besoin. Donc il y a un accommodement entre les musulmans locaux et l'establishment franc. Parfois, les populations musulmanes se révoltent et il faut mater par la force, avec une grande brutalité, ce genre de révolte-là. Mais un des plus graves échecs que vont rencontrer les croisés, c'est qu'ils ne parviendront pas à s'entendre avec les chrétiens locaux de rites autres que le rite latin. Leur fanatisme et leur étroitesse d'esprit est telle que pour eux, ils considèrent que la seule religion valable, la seule forme valable de christianisme est le catholicisme latin, et ils voudraient obliger les Grecs orthodoxes, les Jacobites, les Nestoriens et toutes les chrétientés orientales à adopter les rites latins. Ces derniers résistent, et en fait, il va y avoir une cassure entre les latins et les orientaux. Les latins vont s'attirer la haine des orientaux, qui n'hésiteront pas, à certains moments, à prendre le parti des musulmans contre les latins. Donc c'est un échec grave qui explique en partie l'échec des croisades, que cette incapacité des Occidentaux de rallier à leur cause les chrétientés locales. La Terre Sainte comprend un certain nombre de villes, des villes arabes, qui existaient déjà depuis l'Empire romain et qui continuent à exister tant bien que mal. Et les frontières de ces villes-là correspondent grosso modo à celles de l'époque byzantine. Les Arabes n'ont rien apporté de nouveau dans ce domaine-là, et l'infrastructure qui existait à l'époque romaine existe encore à cette époque-là. C'est ainsi que ces villes sont ravitaillées par des aqueducs, que les fortifications qui les protègent sont souvent des fortifications qui existaient à l'époque romaine, qui ont été tant bien que mal réparées, et qui sont encore en service. Le plan des croisés consiste à contrôler les villes et laisser les campagnes entre les mains des musulmans dans une semi-autonomie. C'est la seule chose qu'ils sont capables de faire. Ils n'ont pas un potentiel humain suffisant pour pouvoir contrôler les campagnes. Il leur suffit de contrôler les villes. La population de Jérusalem à cette époque-là correspond grosso modo à la population actuelle de Jérusalem intramuros, c'est-à-dire à peu près 30 000 hommes, 30 000 habitants. Il y a 2 autres villes qui ont à peu près l'importance de Jérusalem, c'est Tyr et Akko, qui elles aussi ont à peu près la même population. Dans les villes s'installent les chevaliers et ce que l'on appelle les bourgeois, c'est-à-dire des gens qui vont établir des comptoirs commerciaux dans ces villes. Et le développement du commerce de Terre Sainte va être très important. C'est d'ailleurs ce qui va permettre aux villes marchandes d'Italie comme Venise, Gênes et Pise de s'intéresser à l'aventure des croisés, beaucoup plus que des raisons spirituelles ou religieuses, disons. Ça va être des intérêts commerciaux. Et des privilèges vont être donnés à ces villes-là en échange de leurs concours, notamment des concours de leur flotte, pour qu'elles établissent des comptoirs. Et c'est ainsi qu'il va se développer un ensemble d'échanges et de contacts entre l'Orient musulman et l'Occident chrétien. Et en fait, par l'intermédiaire des échanges commerciaux dans les villes franches, les premiers contacts entre musulmans et chrétiens vont se développer et qui vont petit à petit conduire à la Renaissance. La Renaissance va être indirectement le résultat des croisades et des contacts qui vont avoir lieu avec les musulmans par ce moyen-là. Jérusalem, par exemple, a un grand caravansérail
dans lesquels les caravanes peuvent venir s'installer. Il y a des marchés, il y a des hôtels pour les commerçants, etc., des logements, des entrepôts pour toutes les marchandises qui y transitent et qui font que Jérusalem devient une ville extrêmement cosmopolite. La cité franque de Terre Sainte s'étage autour de son église. C'est l'élément principal. Dans les villes importantes comme Jérusalem, l'église principale est jouxtée par le palais du patriarche. Le quartier juif de Jérusalem, qui a été vidé de ses habitants juifs, devient tout simplement un quartier qui va être peuplé par les Allemands. L'eau, qui est toujours le problème numéro 1, provient de citernes, qui sont creusés un peu partout, qui sont établis un peu partout pour permettre ainsi le ravitaillement, notamment des forces militaires qui sont en campagne. Et nous avons vu comment, dans la fameuse bataille de Tibériade, ce problème va devenir particulièrement crucial. À Jérusalem sont construits des monuments nouveaux, le QG des Hospitaliers, qui est au sud du Saint-Sépulcre, puis ensuite des Templiers, et enfin des Chevaliers teutoniques dans le quartier juif. Les Templiers, nous avons parlé de ces ordres-là. Il y a aussi l'ordre de Saint-Lazare qui est créé à cette époque-là, qui est nommé d'après Simon le lépreux, pour aider justement les lépreux. Ce n'est pas un ordre militaire, à l'inverse des autres, mais c'est un ordre uniquement charitable. Le palais de Salomon, les écuries dites de Salomon, abritent 300 chevaliers, et la maladrerie, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'hôpital des lépreux, administré par les lazaristes, se trouve à côté. À côté de Jérusalem, on trouve les cités maritimes qui sont essentielles parce qu'elles sont l'arrière qui permet le ravitaillement depuis l'Occident. Ces villes, nous l'avons vu, vont décliner après la conquête arabe, et c'est l'arrivée des croisés qui va leur donner un nouveau lustre. Et au milieu du XIe siècle, on distingue 8 villes principales le long de la côte: Gaza au sud, Ashkelon, Jaffa, Arsuf, Césarée, Haïfa, Akko et Tyr. Jaffa est le premier port qui sera capturé par les croisés, et Ashkelon, la dernière qui tombera entre leurs mains en 1153, ainsi que nous l'avons vu. Saladin, nous l'avons vu, commence aussi la politique de la terre brûlée, et les Mamelouks continueront aussi cette politique-là. Le trafic maritime n'est pas des plus faciles. En fait, comme c'était déjà le cas à l'époque du Nouveau Testament, le trafic maritime ne peut avoir lieu qu'à la belle saison. On ignore encore des instruments comme la boussole ou des instruments de ce type-là. Les navires ne tiennent pas l'eau très très facilement, et par conséquent, on en est réduit à un cabotage à vue pratiquement des côtes. Les principaux bateaux sont des galères de 30 à 40 mètres de long, c'est-à-dire qu'ils sont des navires mixtes, qui sont à la fois mus par des voiles quand il y a du vent, quand il n'y a pas suffisamment de vent, ça arrive de temps en temps en Méditerranée, alors on fait appel aux rames. Mais en fait, la rame n'est utilisée que rarement, parce qu'évidemment, ça épuise quand même considérablement l'équipage, même si l'équipage est un équipage de prisonniers. La rame est aussi utilisée en cas de combat naval. Si on a besoin de manœuvres rapides, alors on a aussi recours à la rame, mais en temps normal, on manœuvre à la voile et on navigue à la voile. Ces galères peuvent embarquer jusqu'à 1000 passagers. Alors imaginez, sur un bateau d'une quarantaine de mètres de long maximum, 1000 passagers entassés, ajoutez à cela quelques chevaux, le ravitaillement et tout ça, et vous pouvez vous imaginer le confort dont jouissaient ces passagers sur des bateaux de ce type-là. Il y avait également une navigation sur la mer Rouge depuis le port d'Élat, au moment où le royaume a atteint son apogée, et puis aussi sur la mer Morte pour communiquer avec la seigneurie d'Outre-Jourdain, comme on l'appelait. Après la chute de Jérusalem, en 1187, la capitale du royaume se transporte à Akko, comme nous l'avons vu, qui devient donc la ville principale du royaume latin, et en même temps qui est un port important. C'est là qu'aboutissent les caravanes qui viennent de Damas. En 1167, Akko sera détruit par un tremblement de terre et reconstruit en 1170 par les Vénitiens qui jouissent de l'exclusivité
des comptoirs dans cette ville en échange de leur participation à la reconstruction de la ville. Akko est caractérisé par l'immoralité qui est celle des Vénitiens qui s'installent après eux. Et à côté des églises, on trouve des maisons de prostitution où, après avoir fait dévotement leur dévotion, les croisés ensuite vont se divertir, n'est-ce pas? Apparemment, ils ne trouvent pas tellement de contradiction entre le fait d'avoir ainsi les églises à côté de maisons de passe et les ecclésiastiques ferment les yeux sur ce genre de choses. D'ailleurs, quelques-uns aussi les fréquentent. C'est un port qui est fermé par une chaîne la nuit pour empêcher l'accès des pirates. Il en est de même d'Ashkelon, qui est la seule ville à l'intérieur de laquelle il y ait des possibilités de faire de l'agriculture. C'est un port dangereux qui sera fortifié après sa prise et qui groupe en une population de 10 000 habitants en majorité. La majorité de la ville, en fait, est vide d'habitants. C'est une petite population en tout et pour tout qui s'installera dans Ashkelon. Césarée maritime est reconstruite aussi à cette période-là, alors qu'elle était en déclin. Elle appartient aux Génois. Il y a 5 000 habitants à peu près qui sont installés, qui cultivent aussi un peu. Les villes de l'intérieur sont Hébron, Ramla, Naplouse, Beth-Shan, Tibériade, Banias, 5 villes fortifiées avant l'arrivée des croisés. Il faudrait évoquer ensuite un certain nombre de villes plus petites, mais en gros, si vous voulez, l'essentiel de la population franque va s'établir dans ces villes-là. Banias, qui est contrôlé par le château de Soubéité, et qui est une formidable place. Bethléem, qui est sauvé par Tancrède en 1195, comme nous l'avons vu, et où Baudouin Ier est sacré roi. Hébron, qui devient Saint-Abraham en raison du tombeau des patriarches, qui devient un centre commercial après la prise de Jérusalem. Naplouse, que les croisés rebaptisent Naples, n'est-ce pas? Et Nazareth, qui est une ville ruinée avant l'arrivée des croisés, auprès de laquelle on construit un énorme château fort qui s'appelle Montgisard. Voilà en gros, si vous voulez, comment se présente la population urbaine de la Syrie franque pendant toute la durée de ce XIIe siècle. Ce XIIe siècle qui voit logiquement la fin du royaume de Jérusalem. Et en fait, le royaume survivra d'une manière quasi providentielle pendant toute la durée du siècle suivant, le XIIIe siècle. Mais comme n'étant plus que le fantôme de lui-même, n'est-ce pas? En fait, il est clair dès la fin du siècle que l'aventure des croisés patine, s'enlise, et puis, à moins d'un sursaut de l'Occident bien improbable et de plus en plus improbable, car au XIIIe siècle, l'Occident va être préoccupé par d'autres problèmes qui lui semblent beaucoup plus urgents et qui sont internes à l'Église eux-mêmes. Et en fait, petit à petit, l'Occident, tout au long du XIIIe siècle, va être amené à se désintéresser du sort des États latins de Syrie, jusqu'à ce que finalement, à la fin du XIIIe siècle, ces États disparaissent tout simplement de la scène de l'histoire sans qu'il n'en reste rien. Et l'aventure des croisés ne laissera absolument aucun élément